plus attendre, c'est avec plaisir que je passe la parole à Marianne Langlais, qui est la principale rédactrice du rapport. Bon bonjour à toutes et tous. Je suis très contente de vous accueillir aujourd'hui pour la sortie de ce rapport de l'Observatoire citoyen de la marchandisation des associations. C'est un observatoire qui est porté par 19 associations et réseaux et un conseil scientifique de 13 chercheurs et chercheuses, dont certains sont ici avec nous, dans la salle et à la table. Je vais les présenter très rapidement. Donc, Maëlle Pousset du MRJC, Mouvement Rural de la Jeunesse Chrétienne, au bout de la table. Céline Mérès du CRID, du Centre de Recherche et d'Information pour le Développement. Jean-Sébastien Alix, sociologue à l'Université de Lille et formateur en travail social. Martin Bobel du Réseau national des ressourceries et recycleries et représentant associatif au CESE. Et puis Patricia Colère de l'UFISC, l'Union fédérale d'intervention des structures culturelles. Voilà, alors ce premier rapport, il répond d'abord à un besoin des acteurs associatifs de terrain, que je pourrais résumer par une phrase prononcée par Claire Bizet du mouvement associatif des Hauts-de-France, qui disait « Nous avons été frappés par des logiques de marché et il nous fallait les comprendre ». Ces logiques de marché, on tente de les décrire dans ce rapport en deux temps. Une première partie du rapport porte sur le processus qu'on appelle le processus de marchandisation, induit par des facteurs multiples comme la politique européenne qui regarde tout sous le prisme de la concurrence libre et non faussée, et donc inscrit les associations comme des acteurs économiques dans un marché intérieur au même titre que les entreprises. Ça implique en France notamment le recul de la subvention au profit des appels d'offres et des appels à projets, avec toutes les conséquences qu'on connaît tous très bien pour les associations, la mise en concurrence, le financement par projet, un mode de financement aussi qui les positionne en prestataires de services vis-à-vis de l'État, et de ce fait éteint leur capacité critique vis-à-vis des politiques publiques ou de leur capacité à faire remonter des besoins de terrain certains deviennent invisibles. Un mode de financement qui favorise aussi la fusion en grands groupes associatifs et la montée de la notion d'entrepreneuriat social qui floute les différences entre associations et entreprises et revendique l'introduction dans les associations de techniques de management issues du privé, avec la notion de rentabilité, la notion de croissance, etc. Ce terreau, il favorise ce qu'on décrit dans la deuxième partie du rapport, c'est-à-dire l'arrivée de la notion dans les années 2010 de investissement à impact social. Cette notion, elle assure vouloir faire à la fois le bien et du profit. Cette notion d'investissement à impact social, elle est notamment poussée par tout le courant de l'entrepreneuriat social, qui porte le récit en fait d'un sauvetage de la planète et des pauvres par le marché. Ils maintiennent, ce faisant, une vision de l'économie axée sur l'impératif de croissance, de rentabilité, qui aujourd'hui se heurte, on le voit bien, aux limites de la planète. Ils s'appuient sur l'idée que le capitalisme, en fait, engendre des problèmes qu'il est en même temps capable de résoudre avec des techniques financières. Donc on voit arriver tout un tas de nouveaux qualificatifs du capitalisme. On a, j'en fais la collecte, donc le capitalisme d'intérêt général, le capitalisme inclusif, le capitalisme citoyen, ou encore, je viens de le découvrir au sommet de la mesure de l'impact qui a eu lieu le 13 février dernier, le capitalisme à impact. Ces entrepreneurs sociaux, ils organisent en fait tout un écosystème qui se revendique de l'économie sociale et solidaire, tout en lui retirant, à notre avis, sa sève, c'est-à-dire une critique radicale du capitalisme et une approche de l'économie qui serait dégagée de l'idéologie néolibérale. Parmi les outils de l'investissement à impact social, on trouve notamment, mais pas que, le contrat à impact social. C'est un mécanisme financier qui engage un acteur associatif
un investisseur privé et la puissance publique, l'État ou des collectivités territoriales. L'investisseur privé place de l'argent dans une action associative et en fonction des résultats atteints, la puissance publique rembourse la somme investie avec des intérêts. Vous trouverez dans ce rapport un tableau qui recense tous les contrats à impact social actuellement en France. Alors c'est un tableau qui reste encore incomplet parce que ce sont des mécanismes quand même extrêmement opaques et on a du mal à avoir des informations, donc il reste à compléter. Mais on a fait un tableau avec tous les contrats qui sont actuellement en cours en France. Vous verrez ces contrats, parce qu'on est quand même devenu le 3e pays au monde à utiliser ces contrats. Vous verrez, ces contrats, c'est des énormes usines à gaz, très difficiles à mettre en place, puisqu'il s'agit en fait de faire rentrer le langage financier et la vision financière dans le monde associatif, donc c'est pas tout à fait simple. Et puis, ils sont donc, finalement, il y a très peu de concrétisation. Il n'y a que 30 contrats aujourd'hui en France. Il y en a 3 qui sont arrivés en terme. Le premier appel à projet date de 2016, et il n'y en a que 3 qui sont arrivés à terme. Donc on pourrait se dire, il n'y a rien en fait. Concrètement, il n'y a rien. Mais en fait, ils entraînent un changement de paradigme qui pour nous est profond et puissant sur toute la sphère associative, et notamment via la notion de mesure de l'impact social. Alors c'est toute la 3e partie de ce rapport. Cette notion de mesure de l'impact social, c'est le cœur des contrats à impact social. Il définit les indicateurs à atteindre et déclenche le versement des intérêts. Toute la dernière partie du rapport, donc vous le verrez, s'intéresse à cette notion qui aujourd'hui dépasse largement le cadre des contrats à impact social, puisque j'imagine peut-être que certains d'entre vous ont déjà entendu parler de cette mesure de l'impact social, qu'il faut mesurer son impact, qu'il faut aujourd'hui faire la preuve que son action a de l'impact. Mais comment on fait cette preuve ? Il y a aujourd'hui des milliers de techniques, de méthodes qui sont proposées, imaginées, tentées. La méthode qui est présentée par ces promoteurs comme le Graal, c'est ce que j'ai entendu au fameux sommet de la mesure de l'impact à l'Assemblée nationale avec 5 ministres, la présidente de l'Assemblée nationale le lundi dernier, c'est la méthode par randomisation. C'est-à-dire que vous avez par exemple un groupe de personnes sortantes de prison auxquelles vous allez proposer un accompagnement, alors ça doit être très court, 12 mois d'accompagnement, alors qui peut être extrêmement dense, avec des travailleurs sociaux, etc., et sur lequel on va mesurer les impacts. Et un autre groupe où il ne faut surtout pas avoir d'accompagnement, il faut vraiment qu'il soit sans aucun accompagnement possible pour avoir une comparaison fiable entre les deux et pouvoir faire la preuve que l'intervention du programme a de l'impact. Le contrat impact social de Médecins du Monde s'appuie sur cette méthode, qui d'ailleurs est extrêmement coûteuse, 1 million d'euros sur 7 millions d'euros de budget sur ce contrat impact social. Il nous semble que ces méthodes nous amènent très très loin par rapport aux valeurs fondamentales sur lesquelles repose l'intérêt général de notre démocratie. Et je vous invite, ça c'est une phrase qui est tirée d'un des textes de la postface de ce rapport, qui est signé de Jean-Michel Lucas, et qui nous alerte justement sur la disparition de la personne dans son humanité à travers ces mécanismes. Je vous invite vraiment à lire ce texte à la fin du rapport, il ne faut pas le manquer. Voilà, voilà quelques petites touches de ce rapport, et puis maintenant je vais passer la parole aux autres personnes de l'Observatoire. Maëlle, je vais te demander en premier de nous parler des conséquences justement des appels à projets sur les pratiques associatives. Eh ben, ouais, enfin, moi je vais parler plutôt de la partie du coup un peu plus concrète, un peu plus partir du vécu au quotidien en tant que trésorier d'une association, d'un mouvement de jeunes. Peut-être juste pour rappeler la logique d'appel à projet, un financeur qui édite un certain nombre, enfin qui met à disposition une somme d'argent pour des associations ou des entreprises. Les associations et entreprises candidatent à travers un dossier. Un certain nombre de dossiers sont retenus, un certain nombre de dossiers ne sont pas retenus. Voilà, et du coup, ensuite, le financeur verse la subvention à l'association ou l'entreprise. Ça, c'est le principe de base de l'appel à projet. Ce que ça produit chez nous dans les associations, la première chose, c'est que pour déposer l'ensemble des dossiers,
en fait, on passe un temps énorme à déposer des dossiers, et bien souvent, c'est pas notre cœur de métier. Donc en fait, on embauche des gens, on se retrouve à embaucher des gens, à payer des personnes exprès pour remplir les dossiers, et c'est des gens qui nous accompagnent, qui sont formés pour remplir ces dossiers-là, qui sont très techniques et qui demandent des compétences assez spécifiques. Et du coup, on voit une forme de technicisation du monde associatif de ce côté-là, puisque en fait, c'est finalement des gens, notamment des parcours plutôt d'école de commerce, etc., qui viennent intégrer les associations exprès pour avoir voilà, cette logique de comment on valorise, en fait finalement on fait du marketing, on parle d'image de marque, on parle de voilà, c'est toute cette idée-là qui est véhiculée à travers le dépôt d'appel à projet dans lequel il faut se vendre. Voilà, et du coup, finalement, on est en train de remplacer au fur et à mesure des métiers d'animation, des métiers, voilà, tous les métiers du soin, les métiers du social, etc., par des métiers administratifs, des métiers voilà, qui demandent des compétences et qui, finalement, en termes de sens et de ce à quoi on met l'argent, ça pose quand même une légère problématique en termes d'objectifs des assos aujourd'hui. Voilà. La deuxième chose que ça entraîne, cette technicisation, c'est l'exclusion de toute une partie du monde associatif qui ne peut pas avoir accès de base parce qu'en fait, là on vous parle je vous parle d'un point de vue où justement c'est des assos plutôt grosses, comme tu disais Marianne, qui du coup ont l'occasion d'embaucher des gens sur compétences. Du coup, il y a aussi. Je suis désolé, on a un problème de son au bout. Est-ce que vous pouvez essayer de parler plus fort et en direction des micros? C'est juste là. Je suis désolé, mais c'est la machine derrière. Et du coup, je disais, en fait, il y a une partie du monde associatif qui est exclue. Nous, en tant que mouvement de jeunes, par exemple, on a tout un tas de petites associations de jeunes qui, en fait, à 18, 19 ans, 20 ans, tu remplis pas des dossiers de 30 pages ou 40 pages avec tout un tas de critères d'évaluation, voilà, de critères d'impact, etc. Parce qu'en fait, t'es pas formé pour ça, notamment quand t'es jeune. Voilà, il y a aussi tout un tas de petites associations sans salarié ou avec un salarié, et du coup pour lesquels c'est aussi compliqué de prétendre à ces appels à projets. Et donc on a voilà, finalement on met en avant les plus gros assos, les plus gros groupes qui sont en capacité, eux, donc voilà, qu'on des armées, ce qu'on appelle de fundraiser, qui est le titre de chercheur de fonds, quoi, pour abonder le monde associatif. Voilà, le troisième impact, c'est la question de en fait la liberté associative. Hein, là au cas qu'on en parle pas mal, mais la question en fait qui décide de qu'est-ce qu'on a le droit de faire en tant qu'association ou pas. Ben, finalement là c'est les financeurs qui viennent édicter une série de mesures en disant bon bah en 2023 ce serait bien de travailler sur ça et sur ça, et donc en fait si ça fait 10 ans qu'on travaille sur autre chose, ben en fait de toute façon il n'y a pas de financement, donc on arrête, et maintenant on est obligé de se mettre dans des cases et de suivre finalement ce que décident les financeurs. Donc en fait, il y a deux réactions par rapport à ça. Soit on fait ce qu'on a envie de faire et du coup on galère à passer du temps. Soit on a un côté ultra flexible, c'est ce qu'on appelle l'agilité. Là, voilà, il faut être agile pour justement aller au bon moment, être sur les bons projets, pour trouver les bons financements. Voilà. Du projet politique qu'il y a derrière cet élément-là, en plus c'est inefficace et en plus ça marche pas, et du coup c'est dangereux. Merci Maëlle. Et Patricia, est-ce que tu peux nous dire comment cette marchandisation s'inscrit dans les structures culturelles? Alors, moi, je vais essayer de donner quelques éléments. En effet, pour nous, donc pour l'UFISC, l'Union fédérale d'intervention des structures culturelles, c'était très important de participer à cet observatoire de la marchandisation des associations, puisque ça fait déjà des années que nous observons ce phénomène de marchandisation. Nous sommes même nés de cette histoire-là, puisque l'UFISC est né d'une histoire de fiscalité pour justement défendre la non-lucrativité des associations et ne pas les renvoyer à une logique commerciale lucrative. Donc on a vraiment, il y a 20 ans déjà, travaillé contre un certain nombre de nos organisations, voire même contre le ministère de la Culture, sur la possibilité d'inscrire une logique non lucrative, non concurrentielle pour les associations à travers une réflexion sur les fiches fiscales définissant la non-lucrativité à travers notamment cette notion d'utilité sociale qu'on retrouve après dans nos fameuses réflexions entre évaluation de l'utilité sociale aux mesures d'impact. Et donc, en effet,
la difficulté aujourd'hui, c'est qu'on voit bien dans notre secteur artistique et culturel qu'il y a une ambivalence, à la fois une forme d'invisibilisation du fait associatif dans le champ professionnel, artistique et culturel, c'est-à-dire qu'on va avoir tendance à nier la spécificité de ce champ socio-économique qui donc développe des fonctionnements propres, alors qu'aujourd'hui on a 40 000 associations employeuses donc qui sont dans des logiques d'offrir, de proposer un certain nombre d'activités. Et en même temps, une forme même qui va jusqu'à de la disqualification de ces structures et qui notamment a été révélée au travers du rapport de Stephen Hearn en 2015 sur l'entrepreneuriat culturel. Alors là, c'est pas l'entrepreneuriat social, mais c'est exactement le même phénomène, c'est la même histoire que l'entrepreneuriat social, mais qui est l'entrepreneuriat culturel dans notre secteur, et qui justement niait la capacité de ces associations sur le champ professionnel et qui définissait l'entrepreneur comme une personne d'une société commerciale avec une finalité de rentabilité, etc. et qui renvoyait toutes les associations à une incompréhension de ce que pourrait être une économie, à une forme un peu brouillonne de proposer des activités culturelles, avec en plus, et c'était ainsi inscrit dans le rapport, une forme de domination de la pensée de public qui ne permettrait pas justement une véritable logique d'entrepreneuriat dont notre secteur artistique et culturel aurait besoin. Et on voit bien là qu'il y a en effet un certain nombre de ressorts qui étaient proposés dans ce rapport, qui à la fois justement niaient le fait que depuis maintenant 30-40 ans, il y a une véritable dynamique associative qui crée justement sa propre spécificité économique en articulant la question politique et la question économique, la question de l'initiative citoyenne et l'économie vivrière qui permet de vivre de son métier, la non-lucrativité, et en même temps la capacité à hybrider un certain nombre de ressources pour organiser des moyens sur justement des projets qui ont un sens. Et pour nous, ce qu'on essaye de défendre, c'est justement la mise en exercice des droits fondamentaux des personnes, des droits culturels. Tu parlais de Jean-Michel Lucas tout à l'heure, qui en effet, dans la postface de ce rapport, remet la question de la dignité et des libertés des personnes au centre de l'action publique et aussi au centre d'une éthique ou de pratiques justement associatives. Donc on voit bien qu'on est à cet endroit-là, on avait vraiment cette disqualification qui était portée par l'entrepreneuriat culturel, avec cette volonté évidemment de montrer que l'entrepreneuriat culturel est plus performant, a une capacité de rentabilité, a une capacité d'économie d'échelle, et on ne sera pas étonné du fait que Stephen Hearn est depuis membre du groupe SOS pour la partie culture, et je crois que c'est assez bien aussi décrit dans le rapport comment ce groupe est quelque part un symbole très fort de ce qui se déploie en fait dans le fait justement de disqualifier des associations qui ont pour, je dirais, presque première ambition justement cette question de la proximité, la question de l'implication des personnes et la manière justement dont on peut faire collectif dans une structure. Et au-delà de ça, la difficulté, ça a été bien dit par Maëlle sur la question des appels à projets et des financements publics. On voit bien qu'on est pris dans des phénomènes en fait qui font de plus en plus intégrer cette logique marchande aux associations, à la fois dans une logique d'outillage de gestion qui serait jugé plus performant, donc qui amène à la fois à travers l'évaluation, mais aussi à travers des formes de management professionnel qu'on leur demande d'avoir, de technicisation, comme tu le disais tout à l'heure, qui fait qu'on intègre petit à petit cette culture marchande, à la fois à travers la terminologie, les mots sont importants, et on voit bien aujourd'hui, nous, que par exemple, on a tendance à toujours parler les politiques publiques nous parlent de production-diffusion, comme si tout ce qui était proposé par le champ artistique et culturel pouvait se résumer à une forme de production de biens culturels et de diffusion de biens culturels, alors qu'on a tout
un panel en fait de propositions, de démarches artistiques extrêmement singulières qui se vivent sur les territoires avec des formes très très différentes. Aujourd'hui, on nous parle de RSE pour les associations, on nous parle parfois même d'import-export d'artistes. Enfin voilà, c'est dire jusqu'à quel niveau on est rendu dans la manière aujourd'hui de penser l'organisation de ces activités artistiques. Et puis, on a évidemment aussi sur la question de l'évaluation, la problématique des indicateurs quantitatifs en permanence. On le voit dans les politiques publiques même, où très souvent, pour des aides aux équipes artistiques, pour une réflexion sur des lieux de diffusion, etc., on va avoir tout de suite ce quantitatif du nombre de publics, de la jauge à remplir. Pour les équipes artistiques, le nombre de spectacles vendus, etc. Comme si c'était en fait le fait d'avoir comment dire une efficacité marchande qui rendait le principe de politique publique effectif. Et donc, on est complètement en dehors d'une réflexion sur justement l'émancipation, le développement des personnes, les droits culturels, comme je l'exprimais. Peut-être juste, parce que je ne veux pas être trop longue, deux autres éléments qui me semblent également importants sur la question de la financiarisation, puisque en effet le rapport pointe aussi très fortement cette question de la financiarisation, notamment à travers les contrats à impact social. On a aussi une lecture de cette financiarisation à travers le rachat. Je pense que c'est aussi important de le préciser. Nous, on voit bien comment on est en train de basculer dans de plus en plus dans une dénomination d'industrie culturelle et créative. Et on voit notamment sur les festivals des rachats qui se font, une tentation pour les collectivités territoriales de passer des marchés publics avec ces grosses industries plutôt qu'avec les associations de terrain sur des logiques de partenariat et de financement en effet par la subvention. Et là aussi, nous on a vraiment cette alerte sur le fait que ces fonds à impact, ces contrats à impact social viennent dans le champ culturel pour venir, raffermir encore, renforcer encore cette stratégie de financiarisation. Et peut-être dernier élément, la question numérique, avec les questions de plateformisation qu'on peut lire dans pas mal de secteurs, mais qui on en a quand même un exemple très significatif aujourd'hui sur un domaine qui pour le moment avait été encore là relativement préservé, l'éducation artistique et culturelle qui concerne quand même plutôt nos enfants. On voit bien comment, avec une dynamique qui a été voulue par Emmanuel Macron sur le pass culture, qui aujourd'hui a une part collective importante, qui est gérée par les écoles, on arrive à travers plutôt une logique de catalogue et une logique qui rompt en fait le lien de proximité entre les associations, les collèges, les lycées sur un territoire. On risque d'avoir, justement encore une entrée de cette logique marchande dans la logique d'éducation artistique et culturelle. Dans le champ de l'éducation artistique et culturelle, c'est quelque chose sur lequel on est très en alerte, d'autant plus que le passage par le pass culture ouvre assez largement la possibilité au champ lucratif, de proposer aujourd'hui des actions d'EAC au collège et au lycée. Donc on voit bien aussi là comment la numérisation peut être un outil d'appel, et on pense que en effet la logique d'agence et les formes d'entrepreneuriat culturel risquent fort de proposer des économies d'échelle, des capacités de fameuse duplication pour venir se substituer à des associations qui avaient depuis longtemps construit des partenariats terrain, des partenariats singuliers avec le territoire. Voilà, donc c'est un certain nombre de panels, mais je pense qu'on se retrouve assez bien dans les différents champs associatifs pour identifier ces risques aujourd'hui. Heureusement, on a aussi quelques éléments d'appui et de combat à proposer, donc j'espère qu'on y reviendra aussi dans la discussion. Merci Patricia. Oui, un des objectifs justement de ce travail et de ce rapport et de cet observatoire, c'est de justement montrer, c'est un travail qui veut montrer comme la problématique est transverse et traverse
tout le champ associatif, quel que soit le secteur dans lequel il se trouve. Et justement, Céline, je te passe la parole pour que tu nous dises comment ça s'imprègne justement dans le champ de la solidarité internationale. Bah, comme pour Maëlle et Patricia, je vais pas être très originale, je pense, dans ce que je vais dire. Juste pour situer, le CRIT, c'est un réseau d'associations de solidarité internationale. Quand on parle de solidarité internationale, on couvre un large champ. Donc moi, je vais plutôt me situer dans celui des associations qui travaillent sur la question des droits et la question des libertés partout et pour tous, donc à échelle internationale. Je vais un petit peu, mon angle mort, ça va être un petit peu la question des ONG humanitaires qui sont moins dans notre champ d'action, mais qui nous ont bien montré, qui ont fait un bon travail de SAP, parce que pour le coup, elles ont été les premières, peut-être, dans le champ de la solidarité internationale, à très bien intégrer les mécanismes néolibéraux dans la façon de monter, de penser et d'articuler leurs projets. Donc voilà, donc je vais moins m'intéresser à celle-ci que aux organisations qui travaillent plus sur la question des droits et des libertés dans le champ, pour faire pour caricaturer un peu, mais le champ un peu altermondialiste, voilà, c'est plutôt ces associations que nous on connaît. Comme Maëlle et Patricia, en fait, nous, ce qu'on a vu ces 20 dernières années dans le champ de la solidarité internationale, c'est effectivement donc la fin des subventions, une montée très 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 forte des appels à projets. Ces appels à projets qui, comme dans le milieu culturel ou le milieu du social, on contraignent très fortement notre capacité à un discours subversif, à des projets d'émancipation, des projets de transformation sociale, qui sont complètement en opposition avec ce que les gouvernements de toute façon souhaitent, c'est-à-dire mettre au pas, dans une grille de lecture très claire, toute forme de contestation. Donc, nous, très clairement, ça veut dire des appels à projets, comme le disait Maëlle, qui sont conditionnés avec des thématiques à la mode. Donc, on va avoir la question du genre, on va avoir la question de la jeunesse, on va avoir la question de l'innovation, qui vont tomber comme ça, et auxquelles on va devoir tout le temps répondre, même si ça ne fait pas partie de nos champs d'action principal, c'est-à-dire devoir se contraindre très fortement à ce que l'appel d'offres attend de l'organisation qui va répondre, ce qui pose quand même des soucis dans la mesure où on se retrouve à faire le grand écart entre des thématiques qui sont très centrales dans nos organisations ou justement des sujets qui sont très transversaux et à devoir faire des focus complètement arbitraires ou en tout cas complètement pas hors sol mais voilà, pour pouvoir coller au plus près de la demande du bailleur et de l'appel à projet. Donc ça, c'est un vrai souci parce que ça veut dire qu'on fait encore une fois, on fait un peu des formes de manipulation ou en tout cas des grands écarts encore une fois par rapport aux sujets sur lesquels on est le plus à même à travailler. La deuxième chose qui est importante par rapport à ces appels à projets dans le milieu de la solidarité internationale, c'est aussi la question de l'hyper-professionnalisation, c'est-à-dire qu'on se retrouve aujourd'hui, alors c'est plus vrai, un peu comme le disait Maëlle, dans les grosses organisations, mais avec des organisations qui se retrouvent à embaucher finalement des hyper-techniciens du cadre logique. Et donc, l'idée étant, alors, le cadre logique, c'est cette espèce de matrice dans laquelle il y a tout un tas de données qui rentrent et qui sont censées et objectifier et évaluer et rendre compte d'une dynamique de projet. Donc, on a des hyper-techniciens du cadre logique qui sont embauchés, qui ont fait des parcours assez exemplaires. Enfin bon, voilà, en termes de techniques de réponse aux appels à projets, aux appels d'offres. Ce qui est aujourd'hui, on se rend compte d'un vrai problème puisque nous, on aurait besoin d'animateurs politiques dans nos organisations. On aurait besoin de personnes qui arrivent et qui, d'une façon ou d'une autre, se sont confrontées aux grands enjeux qui sont traversés dans nos organisations, qui sont politisés, je ne sais pas comment dire autrement, voilà, qui sont clairement politisés, et on se retrouve malheureusement de plus en plus par contrainte pour pouvoir répondre à ces bailleurs de fonds et répondre notamment aux contraintes des bailleurs. On se retrouve avec très souvent, je ne vais pas caricaturer, mais on se retrouve très souvent avec des très bons techniciens, mais avec des personnes qui n'ont pas d'analyse des situations,
d'analyse systémique de ce que ça voudrait dire un projet de transformation sociale, et qui finalement répondent de fait répondre de fait aux contraintes qui sont posées par les bailleurs, sans jamais à aucun moment porter un regard critique là-dessus. Et plus le temps passe, plus on se rend compte que c'est un problème dans nos orgas. D'autant plus qu'on a des pouvoirs publics sur un certain nombre de sujets, au premier lieu desquels les migrations, mais pas seulement, et il y a des gens dans la salle qui sauront mieux réagir que moi là-dessus, mais on a quand même une tension forte entre les politiques publiques et ce qu'on aimerait faire, voilà, donc on se retrouve dans une situation où ça tombe beaucoup, et en fait le rapport de force est rarement à l'avantage de nos organisations aujourd'hui. Avec d'autant plus parfois, encore une fois, des très bons techniciens, mais voilà, et une gouvernance et des chargés de projet ou des gens dans les organisations pour lesquels le rapport de force est vraiment compliqué. Donc voilà, donc ça c'était un peu les deux grands points que je voulais aborder. Le troisième point, on en a parlé tout à l'heure, c'est la question de la terminologie. On a très bien intégré dans nos organisations des terminologies voilà, de management, de gouvernance, voilà, donc ça, voilà. Et tout ça, en fait, c'est absolument pas, ou pas suffisamment, en tout cas, remis en question dans les organisations. C'est-à-dire que c'est un fait, c'est comme ça. On fait du management, de la gouvernance, de l'empowerment, de je sais pas quoi, enfin bon, voilà. Et il n'y a aucun regard critique qui est porté là-dessus. Si bien que ça engendre très concrètement des choses pragmatique, c'est-à-dire que moi je vois dans les organisations avec lesquelles on travaille, le temps passé à gérer des process, c'est un truc de malade, c'est-à-dire on fait du process toute la journée, on demande à des chargés de projet de remplir des fiches de temps pour pouvoir justifier de la subvention, pour pouvoir justifier du temps passé à calculer les impacts sur les territoires. Enfin bon. Et donc je ne sais pas si c'est 1 euro pour 1 euro, mais ça ne doit pas être très loin par rapport à ce que disait Maëlle tout à l'heure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se retrouve dans des situations dans lesquelles la majorité, je ne vais pas dire la majorité, mais beaucoup trop de temps est passé à gérer, à répondre à la contrainte du bailleur, et donc à gérer ses process, à faire du management, à répondre à des contraintes, encore une fois, très libérales, enfin, voilà, qui sont vraiment des modèles qui arrivent de l'entreprise et qui sont imposés à nos organisations. Donc ça, c'est vraiment un souci en termes de structure et de fonctionnement de la structure. Mais c'est aussi un problème quand on a des bailleurs qui nous imposent, en tout cas, de dévoyer un certain nombre de concepts qui sont les concepts mêmes pour nous de l'émancipation. Donc, par exemple, les questions d'empowerment. Là, il y a les questions d'intersectionnalité qui arrivent. Alors, très doucement en France, mais en tout cas, c'est déjà beaucoup le cas dans un certain nombre de... Voilà. Et donc, à partir de là, c'est vraiment les bailleurs qui reprennent les concepts, qui les moulinent et qui les vident complètement de leur sens politique et qui les imposent, qui nous les imposent. Et on doit faire donc de l'empowerment, de l'intersectionnalité, du je sais pas quoi, enfin bon, bref. Et on fait, en fait. Et on fait sans poser un regard critique sur ce qu'on nous demande de faire. En fait, ces concepts d'émancipation, ces concepts politiques sont au cœur même des projets de transformation sociale. Et quand à un moment donné, on a une visée technique à l'endroit de ces concepts, eh ben on les vide de ce qui fait leur côté subversif, ce qui fait qu'on va s'opposer à des politiques publiques qui sont des politiques publiques clairement inégalitaires. Voilà, donc cette capacité aussi au monde libéral et au capitalisme à se réapproprier des concepts et à les vider de leur sens politique. Et nous, on voit ça de façon très très forte dans nos organisations. Donc voilà, si on caricature, en fait, l'objectif de dépolitisation fonctionne. Enfin, on a vraiment... voilà, l'objectif de dépolitisation fonctionne très très fort. Et on perd sur la bataille des mots, on perd sur les concepts, on perd sur notre capacité d'émancipation, en tout cas quand on rentre par la grille du projet. Et après, 2 petits points peut-être, alors je ne sais pas si... 2 petits points. Nous, par ailleurs, on a, dans le réseau de solidarité internationale, alors je ne sais pas si c'est vraiment, ça répond exactement à la question de la marchandisation, mais
On a la question de la politique des visas qui est un vrai problème, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des gouvernements quand même qui, globalement, sur l'ensemble des projets sur lesquels on est amené à travailler, qui sont des projets d'échange et de partenariat, parce que le partenariat est quand même au cœur des projets de solidarité internationale. On a des politiques publiques et des appels d'offres qui sont en contradiction même avec ces politiques de visa qui nous imposent un contrôle permanent des personnes avec lesquelles on travaille. On est amené à se mobiliser sur des projets politiques. La deuxième chose, c'est la question du criblage des bénéficiaires. On a un bailleur de fonds qui nous a imposé le criblage des bénéficiaires. Bon, heureusement, merci. Pour l'instant, ils ont perdu, ça a reculé, donc on est content. Mais en tout cas, qui nous a imposé le criblage des bénéficiaires, ça veut dire que c'est à nous, organisations, quand on signe un appel d'offres avec notamment l'AFD, on doit justifier de l'octroi des fonds sur les territoires et bénéficiaire par bénéficiaire. On doit prouver globalement c'est pas le grand terrorisme. Bon ben voilà, donc c'est quand même une catastrophe totale. Donc ça c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est tout à l'heure en discutant avec Marianne qui faisait un retour rapide sur la journée de la semaine dernière sur les investissements à impact social. Elle disait oui, bon évidemment il y avait là, parce que moi j'ai été j'ai vu la BNP partout et donc ça m'a angoissée, des montées d'angoisse, parce qu'aujourd'hui, nous, dans les projets de solidarité internationale, les partenaires avec lesquels on travaille, notamment voilà, les publics du Sud global, aujourd'hui, la BNP investit de façon massive sur des projets qui détruisent et la biodiversité, et avec des projets des projets où c'est des catastrophes écologiques et des catastrophes humaines sur les territoires. Et donc, quand Marianne tout à l'heure me disait BNP s'est présenté comme qu'est-ce que tu m'as dit? Défenseur de la biodiversité. J'arrive même pas à le répéter tellement ça me sommet de la mesure de l'impact. Ouais. Voilà. Bon bah voilà, typiquement là, on est dans des contradictions tellement fortes qu'on voit bien qu'il y a enfin voilà, il y a un problème de discernement à minima quoi. Donc voilà. Donc en gros, comment nous, on est touchés par cette question de marchandisation, financiarisation, pour prendre ça un peu par ces différents points. C'est non exhaustif et donc j'ai des camarades dans la salle qui sont aussi dans les réseaux de solidarité internationale, donc ils pourront largement compléter. Merci Céline. Et Jean-Sébastien, je te passe tout de suite la parole pour que tu nous dises un peu quelles conséquences tu peux imaginer de cette financiarisation et des contrats impact sur la pratique des travailleurs sociaux. Parce que quand même, il y a un élément qu'on n'entend jamais dans tous ces sommets, ces rencontres, sur les contrats, sur l'investissement à impact social de manière générale, c'est quand même les gens au bout de la file, enfin les travailleurs sociaux qui vont devoir mettre en œuvre ces programmes, etc. Eux, on ne les voit pas, on ne les entend pas, on ne sait pas ce qui va se passer vraiment. Donc, est-ce que tu peux nous dire quelles peuvent être les conséquences sur les pratiques? Oui, je vais vous parler de ça, du coup, des effets que ça a sur les pratiques professionnelles, les travailleurs sociaux. Et avant, une petite chose sur la réception que j'ai de ce rapport. Je suis excessivement enthousiaste parce que ça permet d'une part d'avoir une réflexion un peu générale en agglomérant des situations et du coup ça nous permet aussi d'avoir une réflexion qui est transversale, c'est ce que tu as dit tout à l'heure et là c'est absolument limpide en vous écoutant à quel point les préoccupations, les mots, les termes, les process en fin de compte circulent d'un secteur à un autre en vidant finalement le sens de ces secteurs-là et c'est exactement le cas, ce que j'entends c'est exactement ce que vit le travail social quoi. Bon. Donc ce rapport était attendu et il est essentiel. Dans mes travaux de recherche, dans mes enseignements, je m'intéresse particulièrement au domaine de la protection de l'enfance. C'est un domaine qui est très sensible. Les situations familiales sont très complexes. C'est vraiment un travail très délicat, et notamment parce qu'il y a aussi toute une dimension qui relève de la confidentialité, du secret professionnel. Bon. Et la protection de l'enfance est pas du tout épargnée par l'investissement du monde marchand, alors de différentes manières. Et j'ai du coup quelques exemples et selon moi quelques questions et conséquences quoi, bon, sur ce secteur-là. Alors j'ai repris là quelques éléments. Par exemple, face aux conséquences alarmantes du confinement donc en 2020 et l'explosion très importante du nombre d'informations préoccupantes
énormément de départements ont connu ça. Nous, dans le département du Nord, c'est un des départements avec lequel il y a le plus grand nombre, quasiment, je crois il y a Saint-Denis aussi, le nombre d'informations préoccupantes. Et là, il y a deux départements, le Calvados et la Mayenne, qui ont délégué la gestion complète d'une MEX, une maison d'enfants à caractère social, à une entreprise intérim pour l'ouverture de places en urgence. Et donc, du coup, l'urgence de la situation a justifié une augmentation importante des prix de journée. Et puis, des embauches en tant qu'éducateur pour les personnes qui avaient tout juste le BAFA. Bon. Alors, ça devait être une situation ponctuelle, sauf qu'évidemment, ça a perduré. Et je trouve que déjà, rien que cette petite situation très localisée, elle interroge notamment sur cet argument de l'urgence, mais ça peut être d'autres fois l'argument de la prise de risque qui apparaît beaucoup dans le rapport. Et en quoi l'urgence finalement ou la prise de risque que l'on prend et qui justifierait que, eh bien, en quoi cette prise de risque, tout ça doit sacrifier finalement les conditions essentielles de prise en charge et d'accompagnement des enfants et des familles. Alors, et finalement, une entreprise intérim, est-ce qu'elle a les mêmes préoccupations que celle qui devrait relever de la protection de l'enfance? Bon. Un deuxième exemple, un peu plus près cette fois-ci de ce qui nous intéresse dans ce rapport, ça se passe en 2019 en Gironde. Le conseil départemental a mis en place avec les apprentis d'Auteuil un contrat de 2,4 ou 7 millions d'euros, donc financé par un contrat impact social. Et les apprentis d'Auteuil mettent à disposition 6 appartements d'un bailleur social pour certaines familles choisies. Ça, j'aime bien cette idée-là. Certaines familles choisies, et une équipe de 6 professionnels est chargée durant une année d'accompagner ces familles, et notamment de travailler sur les compétences parentales. Donc, il y a un peu le truc classique. Bon, l'objectif, c'est quoi? C'est de prévenir le placement d'enfants, mais les familles choisies ne relèvent pas de mauvais traitements, mais sont décelées des difficultés éducatives. Bon. Et là, ce qui m'interroge beaucoup, ou en tout cas ce que je trouve vraiment intéressant et très inquiétant, c'est la dimension du choix des familles. Bon. C'est un point tout à fait crucial. Comment on choisit ces familles? Celles qui sont le moins en difficulté, quand même, c'est ce que nous dit ce contrat impact social, celles qui permettront d'atteindre les objectifs. Bon. Alors c'est le principe de la sélection adverse qui apparaît également dans le rapport, qui est pratiqué par les assurances, et on va aider ceux qui sont le moins en difficulté. Bon. Alors ça pose la question évidemment de tous les autres, bon, et qui sont très nombreux que les travailleurs sociaux, avec qui les travailleurs sociaux travaillent dans le quotidien, quoi. Et enfin, dernier exemple, qui m'a très vite interpellé il y a quelques années, notamment parce que ça se passe dans le département du Nord. On était en 2017, le département du Nord, à ce moment-là, était dans une politique de réduction des coûts, des dépenses très importantes, de réduction de 5% par an pendant 3 ans, et l'idée était de faire une économie de 50 millions à peu près, donc à l'échelle du département du Nord. Sur cette période-là, 700 places en hébergement pour enfants ont été supprimées, ce qui était tout à fait dramatique. Bon. L'idée du contrat impact social qui est porté par une grande association du Nord, était de créer 10 postes de travailleurs sociaux pour travailler en AEMO renforcé, l'action éducative en milieu ouvert, c'est-à-dire que des professionnels vont se rendre 2 à 3 fois par semaine au domicile des familles pour travailler avec les familles, les enfants, bon voilà. Un montant de 1,4 million, un taux d'intérêt de 6%, bref. L'objectif visé, c'est quoi? C'est finalement de réduire d'1 point en 3 ans le taux de placement moyen des enfants dans le département. Bon. On voit la logique, là, politique de réduction des dépenses du département, et puis ce contrat impact social qui a pour objectif aussi de réduire d'1 point le nombre de placements. Bon. Alors là, ça soulève du coup une multitude de questions professionnelles, éthiques aussi. La première question est celle du conflit d'intérêts, parce que pour les travailleurs sociaux, conflit d'intérêts pour les travailleurs sociaux travaillant avec les familles, qui sont ces professionnels sommés de répondre à la fois à une mission de protection de l'enfance et en même temps à la demande de réduction des placements. Bon. Donc là, il y a une position tout à fait intenable, selon moi, pour les professionnels. Bon.
Deuxième élément qui apparaît, c'est le secret professionnel qui engage les professionnels de la protection de l'enfance, c'est-à-dire quelles informations vont être transmises pour évaluer si les objectifs sont atteints ou pas, et est-ce que les évaluateurs ont le droit finalement aussi d'avoir ces informations. On ne discute jamais, on ne débat absolument pas de ça. Jusqu'à quel point les évaluateurs ont le droit d'obtenir certaines informations excessivement confidentielles concernant des parcours de vie, quoi. Bon. Ces dispositifs financiers, pour prolonger un peu, mettent, Marianne, ça a été évoqué tout à l'heure, mettent du coup l'impact au centre de la mécanique, un terme absolument vide, mais qui percute en même temps, c'est sa force symbolique. L'impact est au centre de la mécanique, c'est-à-dire que l'évaluation est une pièce centrale pour mesurer si les objectifs sont atteints ou pas. Et si les investisseurs, évidemment, vont pouvoir obtenir le taux d'intérêt, etc. Bon. Mais là aussi, donc, comment évaluer de tels objectifs avec des situations familiales si sensibles, si complexes, et des situations qui nécessitent surtout un accompagnement dans le temps. Et les travailleurs sociaux le savent très bien, que ça ne peut pas être un contrat d'1 an, 2 ans, et que parfois, il faut des années, 5 ans, 10 ans parfois, pour qu'il y ait quelque chose qui puisse un peu apparaître, un pas de côté qui soit fait, bref, bon, voilà. Donc comment on mesure des objectifs à atteindre autour de situations de famille? Alors il y a deux constats, je formule deux constats de manière très synthétique, deux constats qui en découlent. Le premier, c'est que les investisseurs privés transforment les professionnels là en simples opérateurs finalement. Ce sont des opérateurs, c'est ce que j'entends dans les différentes interventions là, ce sont des opérateurs. On nie leur métier et leur savoir-faire, mais c'est-à-dire aussi leurs compétences, leur expertise. Quelle autonomie ont les professionnels là-dedans finalement, parce qu'ils doivent répondre à des obligations d'atteinte d'objectifs. Bon. Le deuxième constat, ça pose la question de la responsabilité. Bon. Qui a la responsabilité de quoi, notamment lorsqu'on est dans la protection de l'enfance, quelle est l'autorité sociale légitime, finalement. Bon. Le juge des enfants, on n'en parle plus, il n'existe plus, il n'y a qu'une question de financeur et puis d'atteinte d'objectifs. Voilà. Et tout le reste, on n'en parle pas, ce qui est assez troublant. Alors finalement, pour conclure, encore une petite minute, l'innovation, parce qu'on ne cesse de parler de cette innovation, c'est vraiment le terme avec l'impact, c'est assez insupportable. L'innovation, elle vient d'où? C'est quoi? Elle provient du montage financier, finalement. Et c'est tout. Elle provient du montage financier, mais en aucun cas, ça ne relève d'une innovation sociale. Bon. Et c'est ça qu'il faut absolument déconstruire. Les contrats à impact social n'ont jamais proposé aucune innovation sociale. Dans le travail social, l'action éducative en milieu ouvert renforcée, ça existait déjà. Il n'y a pas d'innovation sociale. Les travailleurs sociaux savent bien que cet argument est complètement fallacieux. Ces contrats à impact social témoignent surtout d'une transformation de l'action publique, on l'a évoqué, et cela a un effet concret et inquiétant sur les financements et les attendus vis-à-vis des associations. Mais à mon avis, la question centrale qui sort de tout ça, et à mon sens, en tout cas, je l'aperçois très clairement dans le travail social, peut-on changer les moyens de l'action sociale, et notamment ses financements, sans toucher à ses fondements et à ses finalités? Je pense que c'est pas juste une question de financement, je pense que c'est pas juste une question de tuyauterie, où il s'agit à un moment de changer un peu le circuit du financement, et puis ça reste la même chose. Je ne crois pas du tout. Je pense que lorsqu'on touche à la question du financement, on vient toucher au fondement même et aux finalités du travail social. Et donc, le danger, le risque, c'est qu'en période de contraction budgétaire, on est tenté de se dire que finalement, tant qu'il y a de l'argent, peu importe d'où il vient, et ce sont des choses qu'on peut entendre. C'est dangereux et l'autonomie des professionnels, des associations, mais aussi des familles, des bénéficiaires, cette autonomie en dépend. Donc, ce que l'on voit clairement apparaître à travers ces montages financiers, c'est une transformation de notre protection sociale, finalement. C'est-à-dire de nos politiques de solidarité. C'est ça qui est en jeu, ça n'est jamais évoqué. La misère, évidemment, n'est pas un business, c'est une question politique et un impératif de cohésion sociale. Donc,
À l'ignorer, on risque d'affaiblir encore davantage le lien politique, ce qui nous unit, ce qui nous permet de faire collectif. Bon. Et peut-être, là, en écoutant les différentes interventions, peut-être un élément, mais alors c'est peut-être un élément de discussion sur la disparition de la personne dont tu parlais tout à l'heure. Alors, est-ce que c'est tellement, alors par rapport au travail social, est-ce que c'est une disparition de la personne ou finalement une augmentation de la responsabilité qui repose sur la personne? J'ai l'impression que ce qui tend à disparaître, c'est l'idée d'une responsabilité collective. Bon, alors c'est peut-être un peu pour une discussion, mais je trouve que cette responsabilité collective, politique, eh ben, elle tend à s'effacer vis-à-vis d'un rayonnement du côté des investisseurs. Merci Jean-Sébastien. On va finir ce tour de table avec peut-être l'idée que pour un peu avoir peut-être des perspectives autres, l'idée qu'un autre financement du monde associatif reste possible. Ça sera d'ailleurs le travail qu'on se fixe pour le deuxième rapport de l'Observatoire, avec notamment l'idée, et ça rejoint un peu le positionnement politique que tu évoquais, l'idée de défendre le modèle subventionnel en lui inventant peut-être une autre manière de le gouverner, d'autres modèles. Je pense qu'il y a plein d'exemples sur le terrain qui peuvent nourrir ces réflexions-là. Martin, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus et peut-être aussi inscrire ces réflexions-là dans un cadre européen qui nous bride, en fait, qui nous empêche de les défendre? Super. Alors, du coup, je me disais peut-être que, en premier lieu, panorama général pour la France sur le sujet de la baisse des subventions et de la contraction de la dépense en termes de financement associatif par la voie de subvention. Entre 2005 et 2017, la part des subventions dans le modèle économique des assos a baissé de 41%. On n'a pas les chiffres depuis 2017. On attend une réactualisation, c'est majoritairement Viviane Tchernonog qui les produit, mais on les a pas encore. On pense que la tendance est plutôt à l'accentuation de ce mouvement-là. En contrepartie, la part des recettes marchandes a, elle, augmenté de 31%. Donc là-dedans, il y a les biens et services vendus, et le reste. Là-dessus, on peut considérer que du coup, soit on en vend plus, soit on les vend plus cher. Et il y a le sujet des marchés publics, qui, elle, a majoritairement augmenté, qui est en fait la grosse part de l'augmentation des recettes marchandes, qui, elle, a augmenté de 41%, c'est-à-dire en gros en part de modèle socio-économique pour les associations. Ça, c'est pour la vision un peu tendancielle. Ça a des effets de bord, on en parle, enfin, ils ont été assez bien exposés. Moi, j'ai un effet de bord qui m'inquiète énormément aujourd'hui, c'est le basculement fiscal. C'est-à-dire que les associations aujourd'hui sont protégées par le principe de non-lucrativité qui leur permet, un, d'avoir accès au régime du mécénat, deux, à des exonérations d'impôts et exonérations d'impôts commerciaux. Et à mesure que nos recettes marchandes augmentent, la notion d'intérêt général est observée exclusivement au travers du prisme de la concurrence, pas tout à fait, mais quasi, et qu'à mesure qu'on se déplace sur les espaces concurrentiels, on risque un basculement. La contraction de la subvention, peut-être aussi, elle peut être en partie liée, pour moi, il y a le sujet majoritairement des dotations aux collectivités territoriales qui baissent, c'est-à-dire qu'en fait, à mesure que l'Europe et les pouvoirs publics nationaux imposent des cadres de contraction de la gestion publique, un en matière de dotation, deux en matière de fonctionnaires pour les administrer, et trois en matière de règlement pour décaisser, voilà, ça c'est un phénomène. Deuxièmement, on a un autre phénomène qui est la concentration des compétences pour nous, qui n'est pas rien en matière de territorialisation. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de compétences, et je pense post-loi NOTRe, qui ont été renvoyées à des groupements de collectivités qui sont de plus en plus gros. Et ce phénomène-là, ça pousse au New Public Management. C'est-à-dire qu'en gros, on a des fonctionnaires avec de moins en moins de capacités, des élus qui doivent répondre à des besoins de très gros territoires, et qui sont rarement à la dimension des associations locales. Et donc ça pousse aussi à la concentration du monde associatif, soit dans des formes de regroupement, soit dans des formes de fusion. On n'est pas tout à fait au clair sur les chiffres, mais certains chercheurs, j'ai ça de Simon Cotin-Marx, on n'a pas les mêmes du côté de Viviane Tchernonog, donc on attend un peu une mise au clair, mais certains chercheurs analysent qu'entre 2005 et 2017, les associations employeuses, le nombre d'associations employeuses ont baissé de 13%. Donc, en gros, on a ce phénomène d'érosion de la biodiversité associative employeuse à mesure que les subventions baissent. Cependant, dans le même temps, on n'avait pas de baisse d'emploi. C'est-à-dire qu'on est massivement sur un phénomène de concentration. Une fois que j'ai dit ça,
le risque pour nous aujourd'hui, monde associatif, c'est qu'on se détache de la subvention. C'est-à-dire qu'en gros, la subvention étant de plus en plus contrainte, de plus en plus difficile à obtenir, de plus en plus lourde en matière de redevabilité administrative, on subit de plus en plus l'injonction d'être efficient sur des marchés concurrentiels. Pour ma part, sur mon secteur, je vois arriver de plus en plus d'associations qui se détournent du format subvention. Et je crois, à analyser la tendance politique en ce moment, et européenne et française, en matière d'économie sociale et solidaire, que c'est une tendance grandissante, qui consiste à dire l'argent public est de plus en plus difficile à obtenir, l'enjeu de demain, c'est l'accès au capital. Et l'enjeu de demain, c'est l'accès au capital. Ça résonne avec le sujet des contrats impact social, puisqu'il s'agit d'avoir accès au capital des fonds d'investissement. Ça résonne avec le sujet de la lucrativité limitée, qui est en fait un instrument qui permet donc de rémunérer des actionnaires de manière relativement limitée pour pouvoir rentrer dans un spectre d'un cadre pas tout à fait bien construit d'élargissement de l'intérêt général, c'est-à-dire une forme de cadre qu'on a qualifié aujourd'hui d'économie sociale et solidaire. Et tout ça, je me permettrai de le mettre en perspective d'un travail que je fais au CESE, et je pense que ça peut être intéressant d'apporter la lumière là-dessus. On vient de travailler sur la stratégie française énergie-climat, c'est-à-dire en gros, quel est l'enjeu financier de la transition, où est-ce qu'il faut mettre l'argent, où est-ce qu'aujourd'hui l'argent est mal placé, qu'est-ce qu'il faut détourner comme flux financier. Et là-dedans, moi j'ai appris que 90% des fonds propres bancaires sont aujourd'hui bloqués dans les énergies fossiles. Si elles sortent, on détruit le système bancaire. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est de trouver des nouveaux placements qui permettent de faire tenir aujourd'hui les investissements bruns qui doivent sortir. Alors il y a les banques, mais il y a aussi les fonds d'investissement. On a construit à l'échelle européenne la taxonomie verte, qui a vocation à déplacer les fonds des énergies brunes vers les énergies vertes. Mais dans ce processus de la construction d'un nouveau narratif pour le capitalisme, l'enjeu social n'est pas des moindres. Et c'est ça le sujet du contrat impact social. Je pense que ces thématiques aujourd'hui de financiarisation du travail social est une nouvelle offensive du capitalisme, et particulièrement face à l'urgence de déplacer les fonds. Et que, la lucrativité limitée est un nouvel instrument pour déplacer la finance, mais pas que, il y a l'épargne des Français aussi. Le LDDS en est un exemple. Pardon ? Ah oui, le livret d'épargne solidaire, il me manque un D. Le développement durable solidaire. Pardon. Lequel on a intégré solidaire il n'y a pas longtemps. Et donc, la question pour nous, c'est comment est-ce qu'on fabrique ce rempart qui tend, à créer des nouvelles normes qui érodent les normes de la non-lucrativité et de l'intérêt général, c'est-à-dire des normes hybrides de lucrativité limitée, et qui tendent, à éroder les normes de l'intérêt général, mais deux, à les contaminer aussi. Et c'est le sujet de la contamination fiscale, où on bascule dans un cadre de marché. Et donc, je vais essayer de conclure, parce que j'arrive, ça peut être une conclusion un poil longue. J'ai découvert dans ce travail sur la stratégie française énergie-climat les stratégies du patronat sur ces sujets-là. C'est assez intéressant, parce qu'au CESE, on est dans des rapports conflictuels entre globalement la CGT et le patronat, et puis les ONG au milieu, dont je suis pas trop loin avec le monde associatif. Le patronat a majoritairement milité pour la contraction de la dépense publique pendant des années. C'est le sujet européen, l'Europe contracte la dépense, la France surinterprète, mais ça on en reparlera pour plus tard. Mais la contrainte en matière de déficit et la contrainte en matière de difficulté à décaisser, c'est-à-dire la complexité des appels d'offres, la complexité des appels à projets, et ainsi de suite. La nouvelle tendance, c'est comme on sait que pour faire la transition, il va falloir injecter beaucoup plus d'argent que ce qu'aujourd'hui on injecte. Le sujet, c'est la dette. Et aujourd'hui, le patronat nous dit les critères de convergence, c'est-à-dire les critères de limitation des 3%, sont obsolètes. Macron a fait une tribune avec Draghi sur le sujet il y a 1 an pour dire qu'il faut réouvrir le robinet du déficit public. Pourquoi ? Parce que, évidemment, post-Covid, on se rend compte qu'on peut décaisser des milliards en direction des entreprises et sans conditionnalité, et que pour financer la transition, il va falloir réinjecter de l'argent public. Le travail du CESE, il dit à peu près 90 milliards d'euros par an pour la France, seulement pour la France. Donc, ce qui est en train de se jouer pour moi aujourd'hui, c'est que le monde associatif est en train de quitter le terrain de la bataille pour l'argent public et se fait petit à petit remplacer par le patronat. Et je me dis, c'est assez cynique. Et que la tendance économie sociale et solidaire qui nous dit maintenant l'enjeu c'est l'accès au capital, c'est-à-dire il faut créer ces nouveaux instruments qui vont nous permettre d'attirer les fonds d'investissement parce que c'est là qu'il y a le plus d'argent et c'est là que l'argent est le plus volontaire à notre égard. On se dépossède de la bataille du rapport de force pour faire de l'argent public en direction du monde associatif
un fait national et pas juste un fait de politique publique, territoriale et de politique gouvernementale. La fin de ça, ce pourrait être... C'est déjà une fin qui pose plein de questions. Mais... Peut-être, je sais que tu m'attendais sur la question de la gouvernance de cet argent. C'est-à-dire qu'en effet, je pense que là, on pourrait avoir une mission dans cette réflexion autour de comment est-ce qu'on réinvestit l'argent public en matière de financement, de réfléchir à des nouveaux modes de gouvernance de la dépense publique. Sur mon secteur, on a raté, mais on avait quand même obtenu l'unanimité au Sénat avec un soutien très fort de la droite, ce qui n'était pas tout à fait imaginé de notre part à la base, pour créer un fonds qui était gouverné dans des logiques un peu néo-paritaires, c'est-à-dire gouverné par les corps intermédiaires, les élus représentés, les ONG sociales, les ONG environnementales et les associations de réemploi solidaire que j'ai représentées pendant longtemps, qui était quand même doté de 60 millions d'euros, donc c'est le poids du FDVA aujourd'hui, donc c'était pas un petit volume financier pour financer notre secteur. Et c'était pour nous un moyen de réinventer une gouvernance par un objet financier national qui passe pas dans des logiques de décentralisation, mais pas non plus dans des logiques de discrétionnaire de politique publique, d'élus territoriaux, et qui avait vocation à financer notre secteur. On a perdu, on se fait battre. Il n'empêche que l'expérience politique nous laisse entendre que c'est pas impossible. Voilà. La loi ESS a un article qui a jamais été exploité et qui est très faible sur la question des fonds territoriaux. Ça fait partie des réflexions historiques du monde de l'économie solidaire, je me plante pas. Et le FDVA en est un bout d'exemple, mais je pense qu'on a beaucoup à travailler à l'avenir avec cet observatoire autour des nouveaux modes de gouvernance qui permettent d'intégrer, les citoyens, les corps intermédiaires dans la distribution de l'argent. Merci beaucoup, Martin. Il nous reste du temps un peu pour des questions. Je sais qu'il y a une question, des échanges avec vous. Je sais qu'il y a une question en ligne. Je vais faire le relais. Donc c'est la journaliste de l'Humanité qui est en ligne, qui pose cette question. Quid du travail des bénévoles qui est très présent dans les associations, y compris les grosses comme Médecins du Monde par exemple? Comment peut-on accepter que des gens travaillent bénévolement pour procurer des bénéfices à des investisseurs privés? Est-ce légal? Et en substrat, est-ce que le secret des affaires empêche la transparence sur ce point? Ouais. Alors, je peux répondre sur le secret des affaires parce qu'effectivement, quand ça fait des années qu'on essaye d'avoir accès à ces contrats, concrètement aux contrats, c'est-à-dire à pouvoir les lire, à pouvoir les décrypter, et on n'a jamais accès aux contrats. Et effectivement, on nous renvoie toujours la question du secret des affaires, même si en principe, on ne devrait pas nous le renvoyer, puisque au final, dans ces contrats-là, ces contrats impact social, il s'agit quand même à la fin d'argent public. Donc, on devrait pouvoir accéder à ces contrats. Mais pour l'instant, on n'a pas réussi. Donc, effectivement, c'est la question du secret des affaires qui nous est toujours renvoyée. On ne connaît pas non plus, par exemple, les taux d'intérêt sur les contrats impact social. C'est toujours soit des moyennes, soit des fourchettes, jamais exactement le taux d'intérêt. Donc, effectivement, c'est assez opaque. Après, sur la question des bénévoles, effectivement, c'est des questions tout à fait légitimes. On n'arrive pas à savoir exactement, pour l'instant, comment ça se passe concrètement. Alors, on n'arrive pas, d'une part, parce que les contrats impact social sur la trentaine qu'il y a en France aujourd'hui, le premier appel à projet qui avait eu lieu en 2016, il y a que 3 contrats impact social qui sont arrivés à terme. Donc c'est quand même très peu. Et puis c'est des contrats impact social le terrain nous est fermé. On n'a pas vraiment de retour sur comment ça se passe concrètement à l'intérieur. Donc on ne sait pas effectivement pour les bénévoles comment ça se passe concrètement. On n'a pas vraiment de vision là-dessus. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, questions? Les trois contrats impact social. Alors il y a la cravate solidaire, WeMove et l'ADI. Moi, juste un petit point, c'est on sait aujourd'hui que l'augmentation de la redevabilité, c'est-à-dire la charge administrative, le fait de transformer globalement les fonctions support des associations qui étaient historiquement plutôt des militants des secteurs d'activité par des gestionnaires, ça érode le bénévolat. Alors, en fait, majoritairement le bénévolat des conseils d'administration, parce que la redevabilité est plus forte, donc il faut être beaucoup plus aguerri. Le risque est plus fort aussi
particulièrement sur la question du contrat impact social, parce que c'est pas des petites enveloppes, on n'est pas en train de parler de subventions de 15 000 euros ou de 25 000 euros, mais plutôt de subventions sur des volumes de plus de 2, 3, 4 millions d'euros. Donc la responsabilité sur le bénévolat à minima de gouvernance est très forte et de plus en plus forte. D'ailleurs, je crois que c'est de plus en plus dur de trouver des responsables associatifs au niveau. Et je pense aussi, pour ma part, sur mon secteur, la transformation des subventions au marché public transforme les assos en prestations de services industriels pour des collectivités territoriales. Il n'y a pas de place pour les bénévoles. Alors, là. Non, moi, je voulais dire ça. Je pense que ça rejoint, je voulais réagir quand vous avez dit que le nombre de salariés restait à peu près le même. Je trouve qu'il faut préciser quand même avec une augmentation de la précarité. Je ne sais pas si on l'a étudié. Moi, sur la question du bénévolat, c'est vrai que je suis contente qu'il y ait eu cette question parce que c'est pas un mot qui est revenu en fait dans le rapport et en creux. Vous parlez d'hyper-professionnalisation, pour moi ça interroge. Donc effectivement, comment s'engagent les bénévoles là-dedans et quelle est leur place quand on parle d'investissement et de rentabilité. Moi, ça m'interroge aussi énormément sur les liens entre bénévoles et salariés. Alors on a parlé je ne sais pas si ça relève de la gouvernance, mais en tout cas des liens qui peuvent exister entre bénévoles et salariés, et quand on fait face à une technicité de plus en plus, une pression à la technicité de plus en plus forte des salariés, quel lien quel lien avec le terrain, quel lien avec les bénévoles, et comment ça vient aussi toucher quelque chose de, pour moi, relève particulièrement de l'humain et des relations qu'on peut avoir entre bénévoles et salariés dans des structures militantes. Et c'est pas une question, moi ça m'inquiète. C'est un partage. Peut-être ne pas oublier de se présenter, notamment pour ceux qui sont de l'autre côté de l'écran, comme ça moi je vois les. Je voulais peut-être. Je à la posteriori, moi je m'appelle Élise et je travaille à la CIMAD. Je voulais peut-être réagir sur cette question des bénévoles. Alors, juste pour dire, c'est vrai que nous, dans notre champ culturel, dans nos dernières enquêtes qui ont été notamment faites par Opal, qui est un centre de culture, un centre de ressources pour le champ associatif, culturel et plus largement de l'économie sociale et solidaire, on voit plutôt qu'il y a une grande dynamique des associations et que pour le coup, le bénévolat a tendance à augmenter aujourd'hui. Donc on voit en fait qu'il y a une volonté extrêmement forte de nos concitoyens en fait de participer de la vie artistique et culturelle aujourd'hui, et ça c'est plutôt enthousiasmant et dynamique. Je veux dire, il y a aussi, on est aussi dans cette ambivalence-là, c'est-à-dire aujourd'hui une capacité des associations à être très présente, à être très dynamique, et donc après, avec tous les risques qui ont été donnés, c'est-à-dire sur en effet cette hyper spécialisation ou professionnalisation qui justement détériore l'espace socio-économique des associations qui sont justement là pour gérer des formes de réciprocité très diverses dans une communauté qui va justement organiser le travail, organiser la manière de produire des activités, un festival, une exposition, etc. Donc on voit bien que là, en effet, c'est des choses à observer parce que on va détruire en fait les formes de réciprocité. Et il y a un travail notamment qui doit être fait par Luc Delarmina et Marie-Catherine Henry, qui va prochainement sortir justement sur ces questions-là. Mais je voulais aussi revenir sur la question qui était posée tout à l'heure sur le bénévolat par rapport au contrat impact social, parce que au-delà de la question du bénévolat, on voit aussi que l'offensive, on va dire plus large, de l'entrepreneuriat social, avec la capacité à faire rentrer dans l'économie sociale et solidaire des formes de sociétés commerciales à travers notamment l'agrément ESUS, pousse aussi à essayer d'élargir les dispositifs en fait à la fois de financement pour ces structures qui auraient un agrément ESUS et qui seraient sociétés commerciales, sur les finances solidaires, etc. Mais aussi plus largement sur des formes d'accompagnement que les associations ont pour les citoyens. Quand je dis accompagnement, c'est qu'on s'auto-accompagne dans des collectifs associatifs. Mais par exemple, la question du service civique, à un moment donné, qui avait été posée pour savoir si ça pouvait être ouvert à des structures qui auraient eu des ESUS. Et donc, on voit que petit à petit, il y a aussi des formes de grignotage, on va dire, sur ce qui fait un peu la spécificité associative, parce qu'elle est non lucrative, parce qu'elle est d'intérêt général, parce qu'elle organise des relations de réciprocité vers des structures qui, en effet, elles posent comme valeur principale cette question de l'efficacité, de la rentabilité, de la performance sociale. Oui.
Je voulais te demander si vous avez regardé comment évoluer justement le bénévolat. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises mettent à disposition des associations, des salariés, pour intervenir en tant que bénévoles. Donc ça, est-ce que c'est quelque chose que vous regardez Alors, qui veut répondre? Est-ce que quelqu'un veut répondre là-dessus? Sur le bénévolat c'est le bénévolat de compétences? Le mécénat de compétences, j'imagine que c'est dans ce cadre-là. Non, peut-être que ça s'appelle comme ça. Peut-être que ça s'appelle comme ça. Enfin, il y a des associations, il y a des marchés des entreprises, des proposés aux salariés qui donnent du temps aux salariés. Oui, ça va un peu de pair avec la perte des subventions, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est la bascule vers une compétence, a priori, technique, qui viendrait, on n'a pas de sous pour embaucher des gens pour faire ce qu'on a à faire, donc on bascule, l'entreprise nous propose gentiment de faire appel à des... Mais c'est aussi la question qu'on abordait tout à l'heure, la question de la politisation, c'est-à-dire que là, pour le coup, on est sur un support purement technique et pas du tout politique. Et bon, en tout cas, nous, je sais, de ce que je sais des réseaux dans lesquels nous, on est amené à s'engager, on fait peu appel au bénévolat de compétences. C'est pas quelque chose c'est pas quelque chose avec lequel on est hyper agile ou hyper à l'aise, mais parce qu'on se repose toujours cette question finalement de comment on remobilise, comment on remet du politique, et c'est certainement pas en basculant en renforçant les compétences techniques avec du mécénat qu'on arrive à cet objectif, quoi. Donc, et par rapport au bénévolat, juste, je voulais dire quelque chose, nous. Je ne sais pas si ça va répondre pour partie à la question, mais en tout cas, nous, ce qu'on entend dans les réseaux, c'est qu'il y a de moins en moins de bénévoles, et donc il y a une crainte d'organisations de solidarité internationale qui agissent sur les territoires, de voir leurs bénévoles vieillir et donc quitter les espaces de mobilisation. Ce qu'on imagine en tout cas, c'est qu'il y a une histoire de génération culturelle qui est en train de se confronter un peu, en fait. C'est-à-dire, globalement, on a 3 générations qui se côtoient, une génération de bénévoles plutôt vieillissants, des salariés associatifs qui seraient dans une génération intermédiaire, 40 ans, quoi. Là, une gouvernance qui a du mal qui a du mal à se renforcer. En tout cas, c'est de plus en plus compliqué. Nous, on trouve d'engager des personnes dans les conseils d'administration, dans les bureaux et tout ça, c'est quand même très très compliqué. Et ce qu'on voit aussi, c'est un mouvement social très jeune, très fort, très radicalisé, avec des modes d'action et tout ça. Et donc voilà, donc là on est un peu dans l'expectative, on est en train de regarder ça et de voir comment on arrive justement à faire en sorte que, parce qu'il y a une espèce de, bon bah c'est simple en fait, il y a des jeunes dans la rue qui sont en train de se mobiliser, il y a les vieux qui sont en train de partir, on va glisser quoi. Mais en fait c'est pas du tout ça qui se passe. C'est pas du tout ça qui se passe et je pense parce qu'il y a encore une fois il y a des histoires qui se confrontent, mais aussi parce qu'il y a ce que disait un peu Élise en fait. Il y a cette question de comment aujourd'hui on a un espace qui se technicise beaucoup et comment le travail de formation politique de l'ensemble du corps ne se fait pas ou se fait mal ou se fait en tout cas pas à tous les endroits, pas de façon cohérente. Elsa ? Moi je travaille pour Alternative économique et du coup j'ai une première question. C'est est-ce qu'il y a d'autres outils que le contrat impact social que vous avez repéré dans la manière de financiariser les associations? Ça, c'est le premier truc concret. Et deuxièmement, c'est plus sur le contexte. J'ai l'impression que là, c'est la première fois qu'il y a un truc qui se passe un peu d'ampleur sur cette question de la financiarisation. Il y a eu, il y a 15 jours, l'histoire de la conférence de presse des associations contre le contrat d'engagement républicain, qui est aussi une autre manière de contraindre. Et ma question, c'est en gros, quelle est votre stratégie? Est-ce qu'on assiste là à la naissance un peu d'une union entre des associations qui refusent cette dynamique, alors que jusque-là, elles n'avaient pas trouvé les ressources pour s'y opposer, en tout cas de manière commune? Est-ce que c'est ça qu'on est en train de voir? Et si oui,
Est-ce qu'il y a une réflexion stratégique commune, un cadre ou quelque chose comme ça? Voilà. Alors, sur la première question, oui, il y a d'autres... Pardon, je réponds, mais je vais être très vite. Sur la première question, oui, il y a d'autres outils que le contrat impact social. Concrètement, il y a le fonds à impact, il y a le prêt à impact, il y a le contrat impact de développement pour tout ce qui est international. Il y a aussi ce qu'on appelle, alors qui est un autre modèle, le social business, qui est porté par Mohamed Younous, qui là est dans une logique d'argent éternel, enfin, c'est ces termes, c'est-à-dire que c'est de l'argent qu'on injecte mais qui nous revient, alors pas forcément avec des intérêts et tout ça, mais ça veut dire qu'il ne se... Parce que en gros, le don ou la subvention, c'est mettre de l'argent dans un puits sans fond, ça sert à rien, voilà. Dans son système, c'est ce qui est essentiellement basé sur le microcrédit et l'auto-entrepreneuriat, c'est-à-dire qu'on transforme les pauvres en auto-entrepreneurs et que l'entreprise va sauver le monde, quoi, en quelque sorte. Donc voilà. Donc ça, vous trouverez aussi tout un article dans le rapport sur ce modèle-là du social business. Sur la deuxième question. Alors, peut-être que Jean-Baptiste peut répondre, mais simplement pour dire oui, effectivement, non seulement on est dans une dynamique commune, mais en fait, on est un peu les mêmes, quoi. Enfin, on travaille aussi avec l'Observatoire des libertés associatives, et l'idée, effectivement, est de fusionner un peu les deux travaux, les deux modèles, parce qu'on est sur les deux faces d'un même système, en fait. La marchandisation, c'est une autre façon de limiter les libertés associatives. Donc on est vraiment sur le même constat, en fait. Et peut-être que tu veux ajouter quelque chose. Oui, non, en fait, c'est vrai que c'est des manières différentes de présenter le même processus. Et qu'en fait, dans ces manières différentes, on l'a bien vu sur notre université d'été, ça dépend comment est-ce qu'on sectorise le problème pour l'affronter. Et par exemple, sur notre université d'été, on avait 4 entrées: la marchandisation, l'instrumentalisation des associations par la politique publique, la managérialisation, on voit que ça se recoupe, et la lutte contre la répression. Voilà. Peut-être juste souligner aussi le travail qui avait été fait dans l'ouvrage Le monde associatif demain. C'est comme ça. J'ai un doute sur le titre. Mais qui avait déjà en effet rassemblé à la fois des chercheurs et un certain nombre de réseaux associatifs proches du collectif des associations citoyennes, dans l'économie solidaire, etc., pour justement essayer de décrypter à la fois les menaces qui pèsent sur le champ associatif, mais aussi les éléments de réponse, là qui peuvent aussi donner lieu à une stratégie commune, justement, d'essayer de voir ensemble quels sont les leviers, quelles sont les manières en fait de reprendre la main sur notre terminologie, sur nos manières de travailler, sur la réflexion aussi sur l'économie, je pense qui est extrêmement importante, c'est-à-dire de ne pas la mettre de côté, mais bien de la prendre en compte sérieusement avec la dimension plurielle de l'économie et non pas avec une réduction de l'économie à la question marchande. C'est vraiment la reprise polanyienne de réinscrire le social dans l'économie dans le social et non pas l'inverse justement. Et je pense qu'il y a aussi cette réflexion justement d'une alliance ou d'un travail commun qui est bien marqué au regard de la composition de cet observatoire, de se dire on est à la fois dans le décryptage des menaces, mais aussi d'essayer de voir quelles sont les suites qu'on peut opérer. On a parlé de la question de la co-construction aujourd'hui de l'action publique et de la question de l'intérêt général, la question des coopérations pour lutter justement contre les formes d'atomisation des associations, la question de la diversité face à la question de la duplication, parce que ça c'est par rapport à la question qui était posée sur la financiarisation, il y a aussi ça derrière. Un mode de financiarisation, c'est de plaider pour la duplication des actions et de dire que il y a des formes d'économie d'échelle à travers le fait qu'une seule structure puisse dupliquer, puisse filialiser un certain nombre de structures comme on l'a vu sur différents territoires. Et donc ça aussi, c'est une logique quelque part de financiarisation, parce qu'on va venir concentrer en fait les financements à un endroit. Et donc ça, je pense que c'est des éléments en effet sur lesquels on essaye d'avancer.
Oui. C'est juste pour prolonger la question, c'est Jacques Transo de Médiacité. Pour prolonger la question de Elsa, parce qu'en fait là on touche à un enjeu majeur, politique, très politique. Donc elle parlait de convergence éventuelle avec l'Observatoire de liberté associative, mais au-delà, comme il y a un enjeu politique majeur, vous allez réfléchir au mode alternatif de financement pour les associations, vous avez peut-être un intérêt, peut-être que c'est engagé, à vous ouvrir sur d'autres profils, notamment des gens qui œuvrent dans le domaine de la démocratie, du renouveau démocratique. Du coup, la question, puisqu'il y a quand même une question, c'est est-ce que vous avez travaillé ou commencé à travailler des relais politiques pour porter du discours au-delà de ça? Oui, alors ça c'est effectivement un des champs importants du travail de l'Observatoire, c'est effectivement d'essayer de porter ça sur le plan politique. Et alors on le tente, enfin on a invité des représentants politiques à cette présentation du rapport, et puis on essaye aussi d'accompagner ou d'apporter de l'information à des collectivités territoriales, par exemple, qui sont confrontées très concrètement là à un contrat impact social, par exemple. Donc, je pense que effectivement, c'est un des champs importants du travail de l'Observatoire à venir, oui, de porter ce message politique aussi. Est-ce qu'il y a juste un tout petit truc, comment vous vous unissez entre vous pour résister aux pressions de marchandisation, et donc comment vous combattez d'un côté l'État et de l'autre côté les associations qui ne s'y opposent pas. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui réfléchit pour aller dans le sens de cette question, en fait, c'est pas pour rien qu'on est plutôt des petites structures ici, en fait. C'est-à-dire que celles qui s'y opposent pas, elles ont les moyens d'aller faire pression et du lobbying là où il faut être. Il y a quand même une question de moyens, c'est-à-dire très clairement, aller faire ce travail dans les espaces, que ce soit politique. Moi, je pense par exemple à Coordination Sud, qui est en gros le syndicat des associations de solidarité internationale, dans lequel il y a 80% qui sont drivés par les grosses ONG. Aujourd'hui, nous, des collectifs comme le nôtre, on n'a pas de temps à dédier à ça, en fait, très clairement. On n'a pas le temps, enfin, je veux dire, on n'a pas les moyens, on n'a pas le temps, on n'a pas. Donc, on reboucle, en fait. On a l'impression d'être tout le temps en boucle, mais on se dit, bon, ok, super, il faudrait être dans ces espaces-là quasi à temps plein. Pour parler des rapports, dire les dynamiques, poser les questions politiques et tout ça. Le fait est qu'on n'a pas les moyens financiers de le faire parce qu'on n'a pas donc qu'est-ce qu'on invente ou comment on pense. Donc et c'est donc toujours les mêmes organisations qui sont dans les mêmes endroits, qui ont le temps d'avoir 1, 2, 3, 4 temps plein pour aller faire ce travail de plaidoyer, de lobbying très fort. Et nous, j'ai l'impression qu'on est toujours un peu en bout à ramer. Parce qu'en fait, on n'a déjà pas les moyens de faire ce pourquoi on est censé se mobiliser. Et donc, peut-être qu'il faut inventer quelque chose, imaginer quelque chose ou penser quelque chose, mais aujourd'hui, la réalité, c'est que le temps passe, on n'a pas le temps dédié parce qu'on n'a pas les moyens pour le faire, quoi. Enfin, je sais pas si c'est vrai pour. Si je peux juste rajouter, en fait, c'est un peu le rôle du collectif des associations citoyennes de jouer ce rôle-là de lieu justement de renforcement des luttes, de rencontres entre justement ces secteurs qui parfois ne se rencontrent pas. C'est justement cet espace-là qui permet ce genre de remontée d'informations aussi, comme ce rapport. Et peut-être pour juste se dire qu'on a aussi des batailles gagnées, parce que c'est important, c'est justement de revenir à l'histoire du collectif des associations citoyennes, qui est quand même né justement d'une logique avec la circulaire Fillon sur la contractualisation entre les associations et les collectivités, où justement le propos c'était de réduire les associations à une entreprise, en fait, à des entreprises associatives, et où justement on s'est mobilisé pour modifier cette circulaire, ce qu'on a réussi à faire, en qualifiant même, alors là on arriverait dans la logique européenne et le cadre européen qui nous contraint, mais en arrivant justement à redonner de la perspective à la question de l'utilité sociale, l'intérêt général qui est porté par les associations, et même à faire rentrer dans la loi ESS de 2014 la définition de la subvention pour justement réussir à sécuriser ce financement partenarial et essayer de bloquer, alors pas bloquer, mais en tout cas de
ralentir, en effet, la logique de marché public. Ce qui n'empêche pas, puisque Martin l'a rappelé, des chiffres à rester sur cette tendance, mais en tout cas, il y a quand même des batailles gagnées et des batailles collectives, justement, qui ont été gagnées, et on va continuer. Martin. Du coup, je fais une petite inclusion sur les batailles à venir, parce qu'on a quelques échéances qui sont pas petites. L'Europe est en train de légiférer sur la question de l'économie sociale et solidaire et sur la question des associations en ce moment. Là, pour le coup, je peux être un peu pessimiste, la tendance n'est pas bonne. Le Parlement européen a considéré que les associations faisaient partie du marché intérieur, c'est-à-dire qu'en gros, elle les a dans ses considérants, donc on va voir comment les règlements vont bouger, mais en gros, considérer les associations comme des entreprises, c'est-à-dire on n'aura pas de définition des associations en Europe. Aujourd'hui, l'Europe considère les associations comme des entreprises, mais on avait la possibilité de les considérer en dehors du spectre de la concurrence. L'État et les collectivités territoriales pouvaient les extraire de la concurrence. Là, on a un gros risque aujourd'hui parce que le Parlement européen a considéré que les associations étaient partie prenante du marché intérieur et donc devaient être, de fait, du coup, soumises aux règles de concurrence traditionnelles. Ça risque, d'accentuer le phénomène en cours pour la France. Deux, on a le sujet des contrats d'impact social en Europe qui nous arrive assez fortement et de la mesure d'impact. L'Europe semble ne pas être partie pour poser un cadre de définition de l'intérêt général comme il aurait pu être demandé comme il a été demandé par le milieu associatif français, mais plutôt pour cadrer la mesure d'impact. En gros, le choix semble avoir été fait en direction plutôt d'une mesure d'impact qui permet d'orienter des fonds vers des activités dites d'intérêt général, mais sans que ce soit vraiment très clair, plutôt que de construire une définition positive de l'intérêt général qui protégerait le monde associatif. Peut-être parce que vous êtes une partie de journalistes dans cette salle, c'est assez important de savoir que Nicolas Hazard, vice-président du groupe SOS, ancien vice-président du groupe SOS, mais surtout fondateur et gestionnaire d'un fonds d'investissement à impact, est conseiller spécial de van der Leyen et du commissaire Schmitt à la Commission européenne qui s'occupe du plan ESS. Et ça, pour le travail un peu d'investigation, c'est pas déconnant de le savoir. Et dernière échéance, une possible réécriture de la loi ESS 2024, sur laquelle j'espère que le monde associatif sera le plus mobilisé possible pour boucher les trous dans la raquette de la loi de 2014, et particulièrement au travers de cette notion de définition de la subvention, qui n'est pas tout à fait aboutie, particulièrement parce qu'elle ne consacre pas la subvention comme un mode de financement du monde associatif. Ça a été fait plus tard en circulaire. Et qu'en gros, on a un gros enjeu d'intégrer ce que la circulaire Valls à l'époque sortie, de ce qui a été écrit aujourd'hui en circulaire, qui qualifie le mode de subvention comme devant être prioritaire en direction des associations. On a un gros enjeu de le traduire en termes législatifs. De faire en sorte que la loi rassure les collectivités territoriales et les pouvoirs publics déconcentrés, c'est-à-dire l'État, sur la possibilité de subventionner les associations. Parce qu'aujourd'hui, le glissement, il n'est pas que idéologique, il est aussi très technique et prudentiel. C'est-à-dire beaucoup de collectivités territoriales abandonnent la subvention en direction des marchés publics pour se protéger des possibles foudres de Bruxelles qui pourraient les sanctionner d'utiliser un mode de financement discrétionnaire et non soumis à concurrence. Donc on a pour moi sur la loi 2024 un gros enjeu, de confortation, de consolidation de la notion d'intérêt général pour les assos et de confortation du mode de subvention pour les temps. Il y avait encore une question, et peut-être qu'après on va, je sais pas quelle heure il est, mais peut-être on va terminer. David Rapido, je travaille au mouvement associatif. Alors j'avais juste pour rebondir déjà sur le premier échange qu'il y a eu sur la question du bénévolat et du ministère de compétences et comment est-ce que le bénévolat aussi évolue et comment est-ce que les entreprises rentrent dans le bénévolat. Moi je trouve que c'est en tout cas il y a quand même un sujet qui est intéressant là-dessus et qui reprend vraiment les considérations du rapport. C'est comment est-ce qu'à un moment donné on fait rentrer des acteurs des acteurs du monde lucratif sur cette question du bénévolat et comment est-ce qu'en fait on favorise le lien entre les acteurs lucratifs et les associations. Et en fait on se rend compte aussi comment est-ce que ça agit aussi sur le bénévolat, cette question du ministère de compétences, c'est que ça positionne aussi, là aussi, les associations dans une forme de position de fournir un service de bénévolat pour des acteurs lucratifs qui ne seraient pas forcément dans une position
dans une connaissance des difficultés des associations, des besoins des associations, et en fait, je trouve que ça répond assez bien en fait aux problématiques du rapport sur comment est-ce que quelque part on fait, on fait venir un peu des acteurs non lucratifs face à ces associations, et qu'importe en fait les conséquences que ça va avoir. Moi, après j'avais la deuxième partie, donc ça c'était plus une remarque, mais la deuxième partie c'était plus une question. Martin a rappelé les chiffres sur l'évolution de la subvention. Moi, c'était aussi une question par rapport à vous, sur vos secteurs d'activité plus spécifiquement. Si vous aviez des éléments un peu, comment dire, des éléments quantitatifs aussi, sur comment les associations se retrouvent mises en difficulté aussi face à des acteurs, des entreprises à impact social, etc., au sein de vos secteurs. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que la subvention, aujourd'hui, elle va plus vers les associations, on s'aperçoit qu'il y a une baisse de subvention. Enfin, comment est-ce que statistiquement aussi, au sein de vos secteurs, on peut aussi mettre en lumière, en fait, cette marchandisation des associations et surtout leur mise en concurrence? Tu veux prendre une question là? Est-ce que vous voulez répondre? Je pense qu'il y a une dernière question, après on va arrêter. Est-ce que vous voulez répondre? Tu veux répondre sur cette question, Martin? En tout cas, sur le champ culturel, on peut voir la dernière étude dont je parlais d'Opal sur les associations culturelles employeuses, qui est une étude qui est faite toutes les 10 ans et qui montre en effet une baisse de la part des subventions. Là, j'ai plus le chiffre exact, je le retrouve, mais par rapport en effet à la logique que tu disais de la montée des recettes propres, des ressources propres, donc plutôt la logique marchande ou en effet une montée des marchés publics. Je pense que au-delà sur la question de la substitution par rapport à des entreprises à impact, nous ce qu'on voit, c'est que au-delà même en fait de l'entrepreneuriat culturel tel qu'on pourrait le définir au sein de l'entrepreneuriat social, qui cherche à avoir une proximité avec l'économie sociale et solidaire, on voit que les entreprises lucratives et commerciales qui existaient déjà dans le secteur culturel, qui sont même parfois des grosses industries dans le champ des médias, dans le champ du spectacle, etc. On a aussi des Live Nation, par exemple, industrie internationale qui est très fortement positionnée en France sur les festivals, la musique, etc. Donc c'est pas du tout un secteur qui est dénué déjà d'une force lucrative extrêmement forte. Et en fait, on voit en effet qu'il y a des proximités qui se nouent avec les collectivités territoriales qui viennent favoriser des financements publics vers ces gros festivals, par exemple, en se justifiant du fait que, par exemple, ils vont faire baisser les prix d'accès à ces festivals pour les personnes, où il va y avoir un certain nombre d'actions culturelles qui vont être réalisées dans le cadre de ces festivals, etc. Donc on voit déjà ce type de glissement qui est aussi, par rapport à ce que tu disais, Martin, aujourd'hui, d'une réflexion qu'on peut avoir sur les collectivités territoriales, aussi due à des phénomènes d'attractivité ou de compétitivité territoriale, qui est vraiment assise sur cette question du développement économique, du rayonnement, etc. Et donc là, on en voit les problématiques sur le champ culturel, mais plus largement, c'est aussi, on le voit arriver, ce que je disais un peu, c'est des formes de RSE aujourd'hui du champ lucratif qui commence à utiliser la notion d'impact plus largement et qui justifie aussi, on va dire, des formes d'impact justement environnementaux, d'impact d'inclusion sociale, etc., pour bénéficier de financements publics sur voilà cette typologie, et qui va utiliser en effet des logiques de mesure. Et ça, voilà, c'est peut-être un deuxième aspect, en effet, cet aspect grandissant de la RSE. Qui, et c'est bien dit dans le rapport, peut être totalement dépolitisée, puisque elle va venir non pas poser la question de la responsabilité collective et de l'organisation structurelle de la manière de déconstruire aujourd'hui un capitalisme effréné qui nous amène dans le mur sur les défis écologiques, démocratiques, sociaux, culturels, etc., mais qui va aller pour chaque entreprise demander moralisation, on va dire, voilà. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on voit de manière assez puissante, alors qu'en effet, la logique associative plus globale essaye quand même de construire une autre dynamique politique, un autre esprit politique sur ces enjeux.
Maëlle, et puis après. Ouais, juste rapidement sur du coup, dans le monde de l'animation, éducation populaire, plusieurs exemples. Enfin, déjà, la question des marchés de centres de loisirs sur des villes qui commencent aussi à changer, enfin voilà, des marchés publics de centres de loisirs et du coup, de plus en plus des logiques entrepreneuriales et des entreprises qui commencent à se positionner sur ces marchés à octroyer voilà, les communes qui octroient les marchés à des entreprises et du coup, globalement, en gardant, enfin, enfin, l'association qui portait disparaît, c'est une entreprise qui arrive, qui rembauche une partie des mêmes personnes, mais souvent avec des effectifs moindres, etc. Et du coup, on se retrouve avec voilà, moins de place en centre de loisirs, etc. Ça, c'est du côté centre de loisirs, animation tout au long de l'année. Sur l'animation, plutôt, enfin, le secteur des colos, où depuis, je crois que c'est 2018, où il y a une circulaire qui est passée qui parle du tourisme social, en tout cas voilà, qui ouvre la possibilité à des entreprises de faire des colos. Et du coup, aujourd'hui, je ne sais pas si vous connaissez par exemple des entreprises comme Téligo, etc., qui sont vraiment des entreprises et qui font de la colo avec des prix qui sont 4-5 fois plus chers par semaine, donc qui en fait éloignent tout un public des colonies de vacances et qui sont là dans des activités ultra consommatrices. C'est-à-dire qu'on part en colo pour aller faire du quad et du surf et on part plus en colo pour vivre un moment collectif entre pairs, etc. Et ça change profondément. Enfin, en fait, la question de projet pédagogique dans une entreprise, a priori, elle est quand même un peu différente que dans une association. Et donc là, ça se traduit vraiment comme ça. Ça, c'est la question du privé qui rentre du côté du public. Un truc dont on a très peu parlé, c'est la question à l'inverse de nous, en fait, enfin concrètement dans les budgets, la part, comme tu disais Martin, la part des subventions publiques diminue largement pour la remplacer par des subventions privées. C'est-à-dire qu'on va aller chercher dans des fondations. Aujourd'hui, nous, toutes les semaines, on va passer des appels à projets. En plus, on est dans la période de Total, de McDo, etc. Donc, on va, nous, par exemple, MRJC en milieu rural sur les questions agricoles, on va déposer des dossiers de subvention auprès de McDo, de la fondation McDo, qui va venir nous financer sur des questions agricoles. Parce qu'aujourd'hui, le ministère de l'Agriculture ne finance plus, parce que les régions et les collectivités territoriales ne veulent plus financer sur les questions agricoles. Donc, en fait, c'est McDo qui vient, entre guillemets, nous sauver. Nous, on est dans un truc de soit on arrête tout, soit on va chercher dans les fondations privées. Et c'est un cas de conscience énorme, c'est des débats énormes en AG et on n'en a jamais fini. Et nous, on est coincés là-dedans. Je voulais aller dans le sens de Maëlle. Nous, dans le milieu de la solidarité internationale, évidemment, les subventions ont aussi largement diminué. J'ai pas les stats, mais je vois le nombre de petites assos qui ont arrêté en fait de faire leur activité depuis ces 15 dernières années. Hein. Donc, on imagine que ça diminue fortement. Nous, il y a deux choses. Il y a la question des donateurs privés, donc les individus, vous, moi, tout ça, qui donnent de l'argent, et comment on doit bouger le discours en permanence, comment on doit adapter le discours à la cible de donateurs, parce qu'évidemment, aujourd'hui, on revient à des choses où on voit des femmes avec des enfants sur des panneaux publicitaires pour faire des appels à dons dans un truc de charité très forte, alors même que les mêmes associations avaient quand même un projet émancipateur un tout petit peu plus intéressant, quoi. Mais pour récupérer de l'argent, c'est une bonne campagne de com sur, voilà, très caritative, enfin en tout cas, même si, enfin, très caritative. Et puis la question des fondations évidemment privées, que ce soit des fondations d'entreprise ou pas. Hein. Il y a un modèle de l'appel à projet ce qui est vrai pour les collectivités locales, pour les collectivités territoriales ou pour de l'appel à projet a été fortement repris par les fondations en fait, donc on est dans les mêmes injonctions à hyper techniciser les réponses et donc voilà c'est aussi un cadre très contraignant. Et en ce qui concerne les fondations d'entreprise, on a évidemment, Maëlle le disait, un cas de conscience, d'autant plus que nous, dans la question du partenariat, on a des publics impactés sur les territoires dans les différents pays dans lesquels on travaille, qui voient très bien combien Total ou Lafarge ou je sais pas quoi est en train, d'une part, de détruire l'écosystème, des gros impacts environnementaux extrêmement négatifs et aussi des impacts humains, parce que autant vous dire qu'aujourd'hui, les défenseurs des droits sur les territoires, c'est quelques milliers de morts, quelques centaines de milliers de morts, quelques
Donc voilà, ils voient très concrètement ce que ça fait sur les territoires. Et donc, autant vous dire que si on décide sur un malentendu d'aller consolider notre budget avec des fondations d'entreprise, on se coupe de l'ensemble de notre territoire politique dans le sud global, quoi. Enfin, je veux dire, ça c'est très clair. Donc en fait, on a toujours cette tension. Bon, pour le coup, pour l'instant, on a plutôt continué à favoriser la question du partenariat très fort pour avoir mené des luttes collectives à l'échelle internationale et de continuer à envisager que le rapport de force, à un moment donné, va être en notre faveur malgré le manque de moyens financiers, plutôt que de basculer sur des fondations d'entreprise, parce que là, il y a une totale contradiction entre les impacts de ces entreprises et potentiellement les fondations qui viendraient consolider un budget de fonctionnement de nos associations. Très bien. Non, je voulais juste revenir un petit mot sur la question du rapport politique. Donc, Gilles Rouby, je suis président du collectif des associations citoyennes. L'expérience que l'on a dans le rapport aux politiques et aux personnes politiques que l'on peut rencontrer, finalement, c'est un regard très gentil et, à l'égard de tout ce qu'on peut faire sur le terrain. Je vous le dis, mais vraiment, c'est formidable tout ce que vous faites et tout ce que vous avez à faire sur le terrain. Et quelque part, ce discours, aujourd'hui, il ne peut pas seulement nous satisfaire, parce que d'abord, on nous dit, après tout ce que vous faites de si bien, mais il y a d'autres acteurs demain qui peuvent aussi le faire très très bien. Hein. Et d'ailleurs, eux, ils vont même pas demander l'argent public éventuellement, quoique c'est faux, si on pense à tous ces rapports des questions fiscales, par exemple, sur les donations, etc., c'est de l'argent public, il ne faut pas se tromper. Mais quand l'attente qu'on a de relais politiques ou de personnes à qui on puisse s'adresser, c'est plutôt un regard de comment est-ce que les politiques regardent les associations aujourd'hui, celles qui agissent, celles qui ont des choses à dire sur la société. Toute l'histoire des mouvements d'éducation populaire au XXe siècle, ce sont des mouvements qui ont agi sur les politiques publiques, qui les ont construites, qui les ont façonnées. Il n'y a pas de loi qui existe comme ça. Si ça ne sort pas de la tête, c'est parce qu'aujourd'hui, par exemple, on peut penser que tout le travail qui est fait par Réseau Éducation Frontières, la CIVAD et dans tous les mouvements d'accueil aujourd'hui, ce sont les mouvements qui sont en train de construire ce qui sera le droit de demain. Hein, c'est du droit en mouvement. Et on a besoin d'un rapport aux personnalités politiques qui ne soit pas un regard complaisant, mais un regard qui prenne en compte la parole qu'ont les associations aujourd'hui et la dimension politique que portent les associations. Qu'est-ce qu'on a à dire sur une société et pour quel projet de société? D'ailleurs, on voit bien aujourd'hui, quand on parle de la question de la réforme des retraites, en fait, c'est ça qui se pose comme question. C'est à quoi correspond le projet politique aujourd'hui de la réforme de retraite en termes de demain. Quel monde à se vivre demain, quelle société demain se dessine et se construit. Donc je crois que cette question-là, elle est fondamentale, et c'est aussi un des enjeux de ce rapport, à mon sens, de l'OCMA, c'est de poser les choses, pas de dire, pas de fantasmer, etc. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est en œuvre? Parce que notre plus grand ennemi, pour ce qui concerne ces questions-là, celle de la marchandisation, c'est le silence. C'est le fait qu'en fait, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et quand tu évoquais les contre-impacts sociaux en cours, je vous invite vraiment à regarder les tableaux grand format. Quand elle voit en grand format, c'est autre chose, hein, mais qui sont dans le livre, et le nombre de cases blanches. Effectivement, on n'a pas les informations. Et un des enjeux de l'observatoire, ça va être bien aussi d'aller à la pêche à ces informations-là. Il faut aller plus loin dans la connaissance de concret, pouvoir les décrypter, avoir ces retours sur investissement. Ça, c'est des questions qui sont importantes. Donc, en fait, on est dans un travail d'observation et qui pose fondamentalement des questions politiques. Et la question centrale, c'est quel monde associatif demain, en quoi les associations sont des acteurs politiques de la société et pas uniquement de bons partenaires qui agissent sur le terrain et font des choses bien sympathiques. En fin de compte, on parle de démocratie. Bon, merci Gilles, mais je crois qu'il y a encore une petite question Voilà, Stéphanie Boquet, présidente du groupe écologiste département du Nord. Et donc, le combat, on va le mener avec vous, même si on n'est que 6 sur 82 au niveau du département du Nord, même si au niveau régional, c'est Xavier Bertrand, hein, donc pareil, on est dans l'opposition. Mais nous, on a été contactés, on a déjà eu des contacts avec vous. Moi, je suis là aujourd'hui pour vous écouter et puis aller prendre des gens après, des contacts avec les personnes après. Et voilà, mettre en visibilité, ne pas faire le silence en fait là-dessus, puisqu'on a un contrat d'impact social qui a été voté en novembre dernier. Et donc voilà, on va montrer ces fameuses cases vides qui existent dans le tableau qui est dans le rapport. Donc voilà, nous on a besoin de vous également. Comme vous, on peut aussi être là pour faire le relais au sein de nos instances
au sein de nos partis politiques et au sein du conseil départemental du Nord et conseil régional. Eh ben, merci à tous. Juste avant de vous lâcher, peut-être que certains d'entre vous se sont demandé pourquoi elle avait un klaxon devant elle depuis le début. En fait, c'est simplement parce que la lettre d'information de notre observatoire s'appelle le klaxon. Et si vous voulez suivre un peu toute l'actualité de l'observatoire et avoir des informations sur la suite, je vous invite à me donner vos mails si vous ne le recevez pas déjà. Voilà. Et on a un site aussi de l'observatoire. Vous le trouverez là avec le QR code sur le rapport. Merci à vous. Merci.